Poutine pensait que cela ne pourrait jamais être fait. Lorsque la Russie a annexé illégalement la Crimée en 2014, Poutine pensait que la partie était terminée. L'Ukraine n'avait pas les effectifs pour la reprendre. Elle était trop faible, trop timide. La Crimée ne serait jamais libérée. Mais comme les temps ont changé, l'Ukraine est plus puissante que jamais, et elle vient de faire un pas monumental vers la libération complète de la Crimée. Un coup dévastateur a été porté à la Russie, accompagné d'un message que Poutine n'aurait jamais pensé entendre. Sortez de Crimée, ou l'Ukraine vous en chassera par la force. Poutine ne veut pas céder, alors l'Ukraine lui a fait payer avec une série de frappes spectaculaires. Commençons par ce qui s'est passé à la base secrète de missiles Iskander russes. Le 28 avril, les forces d'opération spéciales ukrainiennes, ou SSO, ont utilisé Telegram pour annoncer qu'elles avaient réussi quelque chose qui aurait dû être impossible, ne serait-ce que parce que l'Ukraine n'était même pas censée savoir que sa dernière cible en Crimée existait. Dans la nuit du 28 avril, des drones des unités de frappe moyenne du SSO ont frappé le lieu de stockage des systèmes de missiles tactiques opérationnels Iskander, a déclaré le SSO, ajoutant que l'équipement caché se trouvait sur le territoire de l'ancienne base de missiles, près du village d'Ovrovsky, à 40 km à l'est de Simferopol occupé. C'est un coup dur pour la Russie. Son site secret d'Iskander était l'un des nombreux abris renforcés construits en Crimée à l'époque soviétique. Pendant la guerre froide, ces sites servaient d'abri pour les missiles balistiques soviétiques R-5 à moyenne portée. La Russie utilise aujourd'hui ces bunkers pour ses Iskander. Enfouis sous terre, ils sont protégés par des couches de béton allant jusqu'à 60 cm, soit près de 2 pieds, d'épaisseur. L'Ukraine a dû franchir cette protection et la couche de terre recouvrant les bunkers. C'est ce qu'elle a fait en Crimée le 28 avril. La dernière frappe ukrainienne en Crimée aurait utilisé le FP2 selon New Voice of Ukraine. Ces drones de frappe intermédiaires, conçus par Firepoint, fabricant des hybrides drones-missiles Flamingo ukrainiens, peuvent recevoir des têtes explosives capables de percer le béton. Actuellement, cette ogive pèse 105 kg, soit 231 livres. Firepoint affirme qu'il vise à augmenter la puissance explosive de ses drones FP2, en introduisant à l'avenir une ogive de 150 kg, soit 330 livres. C'est déjà quelque chose, Poutine. Même si l'attaque du 28 avril contre tes Iskander a été grave, cela aurait pu être pire. Rien de ce qui s'est passé à la base secrète d'Iskander en Russie n'a été positif pour Poutine et son invasion de l'Ukraine. L'Ukraine a utilisé des drones bon marché pour détruire un entrepôt contenant des missiles Iskander, qui coûteraient à la Russie jusqu'à 4 millions de dollars, chacun selon UKR Inform. C'est le type de retour sur investissement que l'Ukraine recherche toujours. Et c'est cette capacité à frapper à moindre coût et souvent qui s'inscrit dans la stratégie que l'Ukraine a élaborée pour arracher la Crimée à l'emprise de Poutine pour toujours. Ce sont des frappes comme celle-ci qui provoquent un changement dans la situation en Crimée. Avant d'entrer dans le détail, Poutine pense ses plaies après la perte de missiles Iskander face aux drones ukrainiens. Ce n'est pas seulement l'argent perdu à Ovrovsky le 28 avril qui pose problème. Poutine utilise les missiles Iskander pour terroriser l'Ukraine depuis le début de son invasion brutale. Le missile balistique Iskander peut parcourir jusqu'à 500 km, soit 311 miles, il serait donc logique qu'il soit stocké en Crimée. Une grande partie de l'Ukraine continentale est à portée de la péninsule occupée. La Russie a également développé des variantes de ses ogives Iskander, y compris une version à sous-munitions que la Russie lance sur l'Ukraine depuis au moins avril 2025. Ah, l'Iskander M peut aussi emporter une ogive nucléaire. Tant que Poutine dispose de missiles Iskander en Crimée, il peut maintenir la menace implicite d'anéantissement nucléaire contre l'Ukraine. Cette menace implicite est puissante, même si la Russie ne possède en réalité aucune ogive nucléaire en Crimée. Chaque attaque réussie contre l'Ukraine avec des Iskander rappelle que le pire pourrait arriver. L'Ukraine a intelligemment détruit le 28 avril le site secret de stockage des Iskander. L'Ukraine a faibli les capacités russes en matière de missiles, limitant désormais la menace de Poutine sur le continent. L'Ukraine ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi détruit le béton et sans doute, avec d'autres drones, les missiles Iskander dans le bunker secret russe. Le 2 mai, une frappe de suivi a ciblé les capacités Iskander russes en Crimée. Une série de frappes nocturnes lancées par les forces de défense ukrainiennes a touché tout un groupe tactique de systèmes de missiles Iskander, ainsi que plusieurs installations radars sur la péninsule occupée, rapporte United 24 Media. Nous voyons ici une campagne délibérée pour réduire l'utilité de la Crimée comme atout offensif pour Poutine. S'il ne peut pas lancer d'Iskander depuis la péninsule, que peut-il faire ? C'est la question qui entra Poutine, alors que les drones ukrainiens détruisent les missiles Iskander russes. Pour les Russes installés en Crimée depuis l'annexion illégale par Poutine,
Peu importe ce que l'Ukraine frappe. C'est le fait que l'Ukraine ait frappé quoi que ce soit, et qu'elle lance des attaques de ce genre depuis des années. Toute la mainmise de Poutine sur la Crimée repose sur sa capacité à protéger la péninsule. Cette protection vacille clairement, et chaque drone que l'Ukraine envoie dans l'espace aérien criméen occupé rappelle au peuple russe que la guerre déclenchée par leurs dirigeants peut frapper à leur porte à tout moment. Si les civils russes partent, la mainmise de Poutine sur la Crimée s'affaiblit. Ce que fait l'Ukraine ici, c'est adresser un message à ses civils. Partez tant que vous le pouvez, car cela ne fera qu'empirer. Pour que ce message soit entendu, l'Ukraine devait y mettre un point d'exclamation. Frapper les sites Iskander et les radars est un bon début. C'est excellent pour empêcher les frappes de missiles sur l'Ukraine et permettre de futures attaques de drones contre des cibles russes en Crimée. Cependant, l'Ukraine devait montrer aux occupants qu'ils ont peu de temps pour quitter la Crimée. Cette mise au point pour les aspirants colonisateurs de Poutine est survenue 2 jours après la frappe ukrainienne sur l'abri secret Iskander russe. L'Ukraine a visé le pont de Kertch qui relie la Crimée au continent russe. L'Ukraine a tiré un coup de semonce pour avertir les occupants de Crimée qu'elle se prépare à mettre le pont hors service. Le 30 avril, la marine ukrainienne a publié un message sur Telegram, révélant qu'elle avait neutralisé certains bateaux de garde du FSB actuellement chargés de protéger le pont de Kertch. Dans la nuit du 30 avril 2026, la marine ukrainienne a endommagé la flotte de navires et bateaux dans le détroit de Kertch, selon ses déclarations. Elle a ajouté qu'elle sait exactement ce qu'elle a touché, déclarant « À la suite de la frappe, le patrouilleur du FSB de la Fédération de Russie, Zobol, et le bateau anti-sabotage, Rachanok, ont été touchés. À la suite de la frappe, l'ennemi a subi des pertes irréparables et sanitaires. Bien sûr, des bateaux ne sont pas un pont. Mais ce n'est pas la question. L'Ukraine a agi sur 2 plans. Elle a d'abord adressé l'avertissement évoqué plus tôt à tous, en Crimée occupée susceptible d'écouter. Les mêmes bateaux qui sont censés protéger le pont de Kertch sont en train d'être détruits. Si cela est possible, imaginez ce que l'Ukraine peut faire au pont. Ce n'est pas comme si l'Ukraine n'avait pas déjà de l'expérience avec ce pont. Cette ligne de vie vers le continent russe a déjà été frappée à plusieurs reprises. La plus récente en juin 2025, lorsque l'Ukraine a utilisé plus de 1000 kg, soit environ 2200 livres de TNT, pour miner certains des piliers qui soutiennent le pont de Kertch. Cette attaque peut désormais être suivie de nouvelles frappes sur le pont. Cela nous mène au second aspect de l'attaque menée par l'Ukraine. C'est la pose d'une fondation. Aujourd'hui, ce sont les vedettes de la garde russe qui sont éliminées. Demain, ce sera le pont lui-même qui sera visé. L'Ukraine établit des passages maritimes sûrs pour envoyer ses drones maritimes et d'autres armes vers le pont de Kertch. Ce n'est pas un hasard si ce type d'attaque survient, alors que l'Ukraine déploie de nouvelles versions améliorées de ses drones dans sa guerre contre la Russie. Peut-être le plus célèbre de ces drones maritimes est le Sea Baby, et ce drone a reçu des améliorations en octobre 2025, qui portent dans sa capacité de charge utile à 2000 kg, soit plus de 4400 livres. C'est 2 fois la quantité de TNT que l'Ukraine a utilisée pour endommager les piliers du pont de Kertch à l'été 2025, et c'est la dernière chose que la Russie veut voir foncer vers son pont vital en 2026. C'est peut-être ce qui va arriver maintenant que les bateaux de garde sont neutralisés. Mais il y a ici un enjeu plus important. Ce qui peut ressembler à 2 frappes isolées, quoique spectaculaires, en Crimée sert un objectif plus large. Tout cela vise à chasser la Russie de la péninsule occupée d'une manière que personne n'attendait, et cela change tout. Mais avant, vous regardez The Military Show. Voilà pourquoi nous réalisons nos vidéos, pour expliquer ce qui est souvent ignoré durant la guerre. Abonnez-vous dès aujourd'hui pour ne jamais manquer aucune de nos analyses. L'Ukraine n'est actuellement pas en mesure de reprendre la Crimée de façon classique. Envoyer des milliers de soldats en assaut sur la péninsule n'est pas une option. L'Ukraine doit mobiliser toutes ses forces pour résister aux attaques russes, notamment à Donetsk, où l'offensive de printemps de la Russie devrait durer cette année. Un assaut contre la Crimée demanderait de mobiliser des réservistes devant rester prêts à combattre dans l'est de l'Ukraine. Logistiquement, une attaque terrestre contre la Crimée reste difficile. Poutine a passé des années à amasser des troupes sur la péninsule, et on pense qu'il dispose encore de la plupart des 32 500 soldats qu'il y avait stationnés en 2020 prêts à défendre contre un assaut terrestre. Même si l'Ukraine n'avait pas à se soucier de sa propre défense, une attaque traditionnelle contre la Crimée occupée serait un défi immense. L'Ukraine a très peu d'options pour faire entrer ses troupes dans la péninsule. Un assaut amphibie reste possible, malgré la destruction par l'Ukraine de nombreuses unités de la flotte russe de la mer Noire durant la guerre.
Tout cela a été possible grâce aux missiles et drones. L'Ukraine n'a pas la capacité navale pour transporter des milliers de soldats vers la Crimée par la mer Noire. Une telle opération causerait de lourdes pertes, la Russie tirant sur les troupes débarquant. Traverser vers la Crimée par le Sivash, une zone de lagunes franchissables à marée basse, serait une meilleure option, bien que toujours très risquée. Le Sivash deviendrait un point d'étranglement vulnérable à l'artillerie et aux missiles russes, tout comme la bande de 5 km reliant la Crimée à Kherson. L'isthme de Perekop, cette bande de terre, est trop étroit pour que l'Ukraine y fasse passer des troupes en Crimée sans subir de lourdes pertes dues aux défenses russes. Ainsi, une libération militaire classique de la Crimée n'est pas envisageable pour l'Ukraine. Ce n'est pas nécessaire. Comme déjà mentionné, la mainmise de Poutine sur la Crimée repose sur sa capacité à protéger la péninsule pour les citoyens russes installés après l'annexion illégale. C'est un arrangement assez simple. Ces citoyens russifient la Crimée au nom de Poutine, et ils s'assurent que la Crimée ne soit pas bombardée chaque jour par des drones et des missiles ukrainiens. C'est l'opportunité de l'Ukraine pour libérer la Crimée. Une approche non traditionnelle de la péninsule est désormais en cours. La stratégie de l'Ukraine pour la Crimée vise à affaiblir le contrôle de Poutine en détruisant les forces militaires qui assurent la sécurité de la péninsule pour les Russes. L'offensive maritime ukrainienne contre la flotte russe de la mer Noire fut la première phase de ce plan. Pendant les 2 premières années de la guerre, l'Ukraine a éliminé systématiquement les navires de guerre russes de cette flotte. Elle continue de le faire. Dans la nuit du 18 avril, l'Ukraine a frappé une paire de navires de débarquement russes en Crimée occupée. Mais la stratégie initiale contre la flotte de la mer Noire a abouti à la destruction ou à la mise hors service d'un tiers de cette flotte, ce qui a conduit Poutine à retirer les navires de guerre russes de leur quartier général dans le port de Sébastopol. Une faille est apparue dans l'armure russe en Crimée. En réalité, c'était plus qu'une faille, une énorme entaille dans l'armure, car la force navale chargée de protéger la Crimée pour le compte de la Russie a été déplacée à Novorossiysk, où elle était moins efficace. Avec la mer Noire dégagée à ce point, l'Ukraine a pu se concentrer sur la seconde partie de sa stratégie, qui consiste en la dégradation continue et systématique des moyens militaires en Crimée elle-même. L'Ukraine a affaibli la Crimée, qui ne peut plus remplir le rôle logistique prévu par Vladimir Poutine lors de l'invasion. Les chaînes d'approvisionnement ont été coupées vers et depuis la Crimée, isolant davantage la péninsule du soutien. Parallèlement, l'Ukraine se montre toujours plus audacieuse dans ses attaques contre la Crimée. Ceux évoqués ne sont qu'une poignée d'exemples parmi de nombreuses frappes visant défenses aériennes russes et rassemblements de troupes. Les attaques contre les premières ont été si intenses qu'elles ont sans doute ouvert les couloirs aériens nécessaires à l'Ukraine pour que ces drones atteignent des bases secrètes d'Iskander. Il ne se passe presque plus une semaine sans qu'une nouvelle frappe ukrainienne vise les défenses aériennes de la Crimée. Le 29 avril, les drones ukrainiens ont frappé une station radar MR-10, un système de défense aérienne, et un dépôt de pétrole en Crimée lors d'attaques nocturnes. Cela se répète sans cesse. Et à chaque attaque qu'elle lance, l'Ukraine envoie un message aux occupants russes en Crimée. Ils ne sont pas en sécurité. Poutine ne peut pas les protéger. Et même lorsque le dirigeant russe déplace désespérément plus de défenses en Crimée pour remplacer celles que la péninsule perd, l'Ukraine les détruit et profite du fait que Poutine affaiblit la Russie ailleurs pendant qu'il essaie de maintenir sa faible emprise sur la Crimée. L'Ukraine n'enverra pas de troupes en Crimée, elle n'en a pas besoin. Avec ses drones, aériens comme maritimes, et ses missiles, l'Ukraine pilonne la péninsule occupée jusqu'à la soumission sans même avoir à y mettre le pied. Et c'est essentiel parce que cela effraie les civils russes. L'Ukraine ne vise pas ses civils avec ses armes, Zelensky n'est pas Poutine. Mais ce que l'Ukraine fait avec chacune de ses frappes réussies, c'est créer chez ses civils le désir de partir aussi vite que possible. Au diable le désir de Poutine de russifier la péninsule. S'il n'est pas capable de tenir sa part du marché, les gens voudront se replier vers la sécurité relative des villes de la Russie continentale. Ce n'est pas que l'Ukraine ne puisse pas frapper ces villes aussi, mais elle ne les frappera pas aussi souvent qu'elle frappe la Crimée. C'est là qu'interviennent les attaques contre les bateaux protégeant le pont de Kertch. Ce pont est crucial pour le contrôle de la Crimée par Poutine, mais pas pour les raisons généralement supposées, ni celles prévues par Poutine. Le pont de Kertch devait servir de voie logistique clé pour la Russie, permettant l'acheminement rapide de troupes et d'équipements depuis la Russie continentale vers la Crimée, puis de là vers le front. C'était du moins le plan. Mais en mai 2024, la Russie n'utilisait plus le pont pour ravitailler ses forces de première ligne, signe précoce que la stratégie ukrainienne pour libérer la Crimée fonctionnait. Isoler puis frapper. Aujourd'hui,
Le pont reste une bouée de sauvetage, mais c'est une bouée de sauvetage pour les Russes qui ont fait de la Crimée annexée illégalement leur domicile depuis 2014. Selon le Kiev Independent, jusqu'à 800 000 citoyens russes se sont installés en Crimée depuis l'annexion jusqu'en décembre 2023. Ils forment maintenant la majorité de la population de la péninsule, car il restait environ 100 000 Ukrainiens lors de ce rapport. Cette migration a été encouragée par la Russie, que ce soit par des prêts hypothécaires préférentiels ou par l'expulsion de citoyens ukrainiens vers le continent, mais elle reposait avant tout sur la promesse de protection de Poutine. Ce socle s'est effondré. Le ciblage par l'Ukraine des vedettes, près du pont de Kertch, sert d'avertissement aux Russes en Crimée. L'Ukraine peut frapper ce pont à tout moment, et avec force. Les citoyens russes, illégalement installés en Crimée, pourraient bientôt voir la seule route pour quitter la péninsule s'effondrer, tout comme les promesses de protection de Poutine. Ils ont désormais le choix. Partir tant que le pont tient, aidant à dérussifier la Crimée, ou rester, voir potentiellement le pont de Kertch s'effondrer, et vivre en sachant que les défenses censées tenir l'Ukraine à distance tombent frappe après frappe de drones. La stratégie de l'Ukraine porte ses fruits à court terme, mais vise un objectif à long terme. Le pays paraît qu'il pourra tenir la Russie en échec sur le continent, en infligeant des pertes catastrophiques, jusqu'à ce que la Russie soit contrainte de se retirer. Ensuite, l'Ukraine pourra se concentrer sur la reprise de la Crimée par des moyens classiques, mais il est possible qu'elle n'en ait pas besoin. Lorsque le retrait russe aura lieu, des frappes similaires à celles de fin avril et début mai pourraient avoir éliminé toute présence militaire russe en Crimée. Il ne s'agira plus de lancer une offensive terrestre. L'Ukraine pourrait reprendre la Crimée pendant la retraite russe, uniquement grâce à ses frappes de longue portée. Ce n'est pas que l'Ukraine ne soit pas tout à fait capable de libérer son territoire par la force lorsque cela était nécessaire. Mars 2026 en a offert plus qu'assez de preuves. En un mois, l'Ukraine a infligé des pertes records à la Russie et a libéré une immense partie de son territoire grâce à un leadership fort et à sa stratégie de défense active. Vous voulez en savoir plus ? Regardez notre vidéo retraçant les réalisations majeures de l'Ukraine en mars. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à The Military Show pour ne pas manquer notre analyse approfondie des prochaines étapes de la stratégie ukrainienne en Crimée. Merci de votre attention.